Synonyme de liberté, la mer reste un espace dangereux. Le prix à payer pour jouir de cette liberté qui nous fait tant rêver peut être lourd, très lourd, si nous ne sommes pas préparés et entraînés. Chaque année, dans les eaux françaises, environ 6000 plaisanciers sont assistés, 1000 sont sauvés et 50 à 70 disparaissent ou décèdent. La formation et la responsabilisation des équipages doit en réduire le nombre. À bord d'un navire, le règlement prévoit un équipement destiné à nous éviter d'avoir à vivre une situation de survie, c'est le matériel de sécurité. On divisera le matériel de sécurité ou de survie en 5 points. D'abord, il y a le matériel de sécurité du navire, c'est-à-dire des pompes de cale, des extincteurs, différents moyens d'aveuglement de voie d'eau. Ensuite, il y a le matériel de signalisation, c'est-à-dire des fusées de détresse, des réflecteurs, des sifflets ou bien des lampes torches. Ensuite, il y a aussi le matériel de sauvetage personnel. Ce sont les brassières et les combinaisons de survie. Puis le matériel de sauvetage collectif, évidemment le radeau de sauvetage. Et enfin, différents moyens extérieurs qui sont très importants aussi. Il s'agit là du CROSS, de la SNSM, du SNDSM, de la sécurité civile ou bien même de la Marine nationale. Alors en matière d'armement, de sécurité, nous retiendrons plutôt la logique et un certain bon sens plutôt qu'un règlement qui est en fonction d'une catégorie de navigation. Alors ce règlement nous impose certains matériels qu'il faut avoir, mais il n'est pas toujours au courant des dernières innovations et certains outils deviennent indispensables alors qu'ils ne sont pas encore imposés. Jean-Claude, instructeur au CEPS, nous convie à une visite sécurité à bord d'un voilier. Je m'assure de la présence de la ligne de vie. Elle me servira lors du déplacement le long de la coque. Je m'assure de son débattement également. Je m'assure de la présence des pitons qui me serviront à m'amarrer avec mon harnais. La ligne mouillage du bateau. Je m'assure de la position du radeau, de son système de fixation et de largage, ainsi que du nombre de places qu'il peut contenir. L'amarrage de la bosse de percussion qui doit être fixée sur un point fort du bateau. Le life sling, une sangle de récupération d'hommes à la mer. La bouée fer à cheval. Je vérifie le fonctionnement du feu à retournement. Je m'assure du bon fonctionnement de la pompe de cale à main. Dans le placard, je trouve des pinoches qui seraient plus appropriées à être en place près des passe-coques, fixées par un câble en inox et au diamètre approprié. Ensuite, une lampe étanche. Je m'assure du bon fonctionnement. Les 3 pavillons réglementaires, pavillon national, les pavillons détresse November Charlie, le November, le Charlie, la présence de la pyrotechnie, les 2 fumigènes, les 4 fusées parachutes, les 6 feux à main, la cisaille à haubans,
un des extincteurs du bord. Il s'agit ici d'un type 1 kg poudre ABC. Je vérifie le niveau de chargement. Une des 8 brassières de sauvetage. Je m'assure de la flottabilité, du type de personne à qui elle est appropriée, de la manière de la porter. Un des harnais avec sa longe. Lorsque la situation de détresse est confirmée, la première urgence, c'est de faire savoir. De jour, on hisse les pavillons November Charlie l'un au-dessus de l'autre. Ou, à défaut, un pavillon rectangulaire de n'importe quelle couleur, précédé ou suivi d'une boule noire. S'il y a du soleil, le miroir de signalisation est aussi un moyen efficace pour se faire repérer. Des mouvements lents, de haut en bas des bras, peuvent être un moyen de signalisation efficace, mais d'une manière rapprochée. L'inventaire de sécurité terminé, Aven appareil. Bruno, instructeur au centre d'études et de pratique de la survie, est à bord. Il va nous former à l'utilisation des engins pyrotechniques de signalisation. Nous allons voir les engins pyrotechniques de signalisation qui se composent des fumigènes, des feux à main et des fusées. Ce sont trois éléments bien distincts, il ne faut pas les confondre, ils n'ont pas tout à fait la même utilisation. Il y a un certain nombre de points communs sur ces artifices. Le premier point commun, c'est que nous avons toujours des pictogrammes explicatifs pour la mise en œuvre des engins, que ce soit sur les fumigènes, les feux à main, les fusées. Et ceci, quel que soit le modèle. Un autre point commun, c'est que nous allons toujours les tirer sous le vent. Vent dans le dos, de manière à éviter les éventuelles projections, surtout pour les feux à main. Nous avons également un sens de tir qui est repéré sur chaque emballage. Une flèche indiquant par où va sortir le feu à main ou la fusée. Et ceci, quelle que soit la marque du produit. Le fumigène est un engin de jour qui va se voir à peu près au maximum par beau temps, à 1 000. Pour le percuter, donc on dévisse le petit bouchon et on se retrouve avec un anneau et une ficelle. Donc il faudra tirer sur cette ficelle. Le meilleur système pour le faire, c'est de caler le fumigène le long de la hanche et avec l'autre main faire un geste semi-circulaire de manière à bien percuter en toute sécurité. Une fois qu'on l'a percuté, on le jette à l'eau. Il va flotter. Quel que soit l'état de la mer, il produira de la fumée orange et cette fumée va durer à peu près 3 minutes. Donc je mets le doigt dans l'anneau, je me bloque bien sur la hanche et je tire. Et je le jette à l'eau.
Nous allons voir maintenant les feux à main, qui sont des engins pyrotechniques jour-nuit. Comme vous pouvez le constater, les modèles ne sont pas standardisés au niveau de la percussion. On a des modèles à traction par le bas, des modèles à percussion par le bas, des modèles à traction par le haut et certains modèles à poignée amovible. Il est impératif de savoir ce qu'on a à bord de son bateau avant d'appareiller, de manière à pouvoir s'en servir avec le maximum de sécurité et d'efficacité le jour venu. Les feux à main sont des engins pyrotechniques qui sont visibles de nuit entre 5 et 6 000. De jour, la portée est considérablement réduite. Ils vont brûler à peu près pendant 45 secondes. Pour un modèle comme celui-ci, vous voyez, nous avons un fût et une poignée de préhension. Donc pour le percuter, il va falloir le déverrouiller, comme ceci, tourner et ensuite remonter cette partie jusqu'en haut de l'échancrure. Donc pour le faire, le mieux c'est de se mettre bras tendu et avec l'autre bras on fait un geste semi-circulaire de manière à ce que le feu arrive au milieu de la paume de la main. Je vais le faire. Voilà. Ensuite on descend sa main sur la poignée de préhension de manière à ne pas être brûlé. Vous voyez les projections? Il est impératif d'être sous le vent, sinon on peut brûler son bateau ou son radeau. Alors un modèle comme celui-ci, c'est un principe différent, c'est-à-dire que c'est un modèle à traction. Donc là, traction par le bas, nous avons toujours un fût et une poignée de préhension. Sur un modèle comme celui-ci, il faudra donc enlever le bouchon et nous retrouvons avec une petite ficelle à tirer avec un anneau. Donc on le prend à pleine main et on tire fermement de manière à percuter le feu. Donc là nous avons un modèle à traction par le bas également. Il faut dévisser un petit bouchon sur la poignée et on se retrouve avec une ficelle à tirer. Un modèle comme celui-ci est différent des autres de par sa conception. Il a bien sûr un fût, mais également une poignée amovible que l'on déplie comme ceci. Ensuite, on met la main sur cette poignée et on n'est plus obligé de la bouger après. Donc on dévisse le bouchon, on se retrouve avec une traction par le haut. Donc on revient dans la configuration du fumigène, c'est-à-dire qu'on le met le long de la hanche et on le percute en faisant un geste semi-circulaire. Ce feu a une autre particularité, c'est qu'il ne démarre pas instantanément. Donc le réflexe qu'on peut avoir, c'est de regarder dedans et évidemment de risquer de se blesser. Je le percute. Maintenant il démarre. Bien, nous allons voir maintenant les fusées qui sont des engins pyrotechniques jour-nuit également. Alors, comme pour les feux à main, rien n'est standardisé en la matière. Pour la percussion, évidemment, pour une fusée, comme nous avons un sens de tir, ça sera toujours par le bas, puisque la fusée part bien évidemment par le haut. Mais le système de percussion n'est pas le même. Il y en a certains à détente métallique qu'il faudra remonter sur le côté et certains à tirette qu'il faudra tirer par le bas. Là encore, j'insiste, c'est important de savoir ce qu'on a à bord de son bateau, de manière, la nuit par exemple, si on a une détresse, pouvoir actionner une fusée en toute sécurité. À partir du moment où on a décidé de percuter une fusée, il est impératif de se positionner à un endroit du bateau
où on ne risque pas les coups de roulis ou de gîte intempestifs. Par exemple, autour d'un patara. On positionne sa fusée de manière à pouvoir la tirer verticalement, bien sûr, en ayant repéré le sens de tir. On commence par enlever le bouchon du haut, ensuite le bouchon du bas. Pendant ces manœuvres préliminaires au tir, la fusée ne doit pas varier de son axe. On se retrouve avec une petite goupille amarrée avec une ficelle. Donc, il suffira de dégager cette goupille en tirant sur la ficelle. Et nous voyons une détente métallique qui tombe. Donc, il suffira simplement de remonter cette détente métallique le long du fût, de manière à faire partir la fusée. La meilleure méthode pour ça, c'est de passer la main dessous et de remonter la languette sur le côté, avec la main sur le côté, de manière, en cas d'incident de tir, de manière à ne pas avoir la main dessous. Donc je passe la main dessous, je remonte la languette et ça part. Un modèle comme celui-ci est légèrement différent. Nous avons toujours le sens de tir de repérer, mais sur celui-ci, il ne faut pas enlever le bouchon du haut, ce n'est pas nécessaire. On a simplement le bouchon du bas à enlever. On se retrouve dans la même configuration que la précédente, c'est-à-dire une détente métallique qu'il faudra remonter le long du fût. Donc je passe ma main dessous et je remonte tranquillement. Le système de percussion est toujours en bas, bien sûr. Nous avons toujours les flèches de sens de tir. Mais il faut enlever un petit bouchon et nous voyons apparaître un anneau avec une ficelle qu'il faudra tirer vers le bas. Il faut savoir que les fusées, la portée visuelle d'une fusée n'excède pas 10 000, 10 à 12 000, dans les meilleures conditions. Le feu allumé va brûler environ 45 secondes au bout de son parachute. Donc je tire fermement sur la ficelle. Bon, moi, en voyant ces images concernant notamment le déclenchement de fusées et d'engins pyrotechniques en tout genre, je suis abasourdi. Je suis abasourdi parce que je vois que ça fait 20, 30 ans que les choses n'ont pas évolué. On a toujours autant de systèmes de déclenchement qu'il y a d'engins. C'est invraisemblable. Chaque marque invente son petit bidule. Alors, il y en a séparés en haut, il y en a séparés en bas, il y en a qui sont très simples. Une ficelle, un anneau, on tire dessus. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Enfin, tout est fait pour piéger le malheureux qui va devoir utiliser ça quand il va être en situation de naufrage, c'est-à-dire, bon, là, pour les besoins du film, il fait beau, on a affaire à un moniteur qui connaît bien son affaire, mais imaginez la situation en cas de naufrage, et en cas de naufrage, en général, il fait mauvais, vous avez un bateau qui roule dans tous les sens, vous avez 2 ou 3 personnes qui sont malades, peut-être que le skipper a été blessé, et on est là avec un matériel où il faudrait mettre ses petites lunettes, éclairer avec une torche entre les dents pour essayer de lire des petites choses, pour comprendre, pour savoir dans quel sens ça va partir. Et ils n'ont pas été foutus de standardiser ce matériel et d'avoir tous les engins pyrotechniques qui s'enclenchent de la même façon. Et ça, je trouve ça absolument affolant, et d'autant plus que je parle d'expérience, puisque j'ai eu une fois, dans de telles conditions, avec un bateau qui coulait, la nuit, un gosse, etc., à opérer, à balancer des signaux de détresse, mais vraiment en quelques secondes. Et je vous assure que ça a l'air évident, comme ça par beau temps, ça ne l'est pas du tout quand on est en situation de stress, d'inquiétude, et avec un bateau qui vous coule sous les pieds. Donc, moralité d'abord,
il serait temps que les fabricants de ces appareils-là se décident à standardiser leurs affaires. Mais en attendant, ce qui est indispensable, mais vraiment indispensable, c'est que les plaisanciers aient tous, au moins une fois dans leur vie, balancé des fusées. C'est pas évident, une grosse fusée à parachute, c'est quelque chose qui vous secoue au départ, qui est très puissant, qu'il faut bien orienter, il ne faut pas louper son affaire. En général, on n'en a pas 50, donc elles sont extrêmement précieuses, il faut savoir les utiliser à bon escient, il faut savoir bien les utiliser, et pour ça, il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Donc vraiment, en particulier sur les fusées, j'insiste sur le fait que vous regardez bien ce film, vous regardez le matériel que vous avez à bord, mais surtout, maintenant, vous cherchez une occasion pour balancer des fusées. Il y a des fusées qui sont anciennes, qui sont déclassées, qu'on jette, qu'on rend dans je ne sais quel circuit qui permettent de les éliminer. Eh bien, il faut que tous les gens qui ont des responsabilités dans un club nautique, dans une association, dans un port de plaisance, organisent avec ces vieilles fusées qui sont périmées, organisent évidemment en prévenant les autorités, etc., organisent des lâchers de fusées. Et là, ce ne sera pas un moniteur qui connaît bien son affaire qui va les balancer, mais ce sont des plaisanciers, des plaisancières choisis au hasard, qui sont là en badaud, et on dit, ben voilà madame, tenez, balancez ça. Et puis on voit comment ça se passe. Et il n'y a que comme ça qu'un jour, en état de stress, eh ben, on y arrive sans perdre 50% de ses fusées. De nuit, près des côtes, si vous percutez 2 fusées à 1 ou 2 minutes d'intervalle, vous avez de fortes chances d'être repéré. Par contre, au large, attendez d'être sur l'avant ou sur le travers avant d'un navire pour percuter. Parce que si vous percutez des fusées plutôt sur son arrière, vous avez très peu de chances d'être vu et vous allez gâcher vos fusées. De nuit, vous pouvez aussi lancer un SOS avec une lampe torche. Et de jour comme de nuit, vous pouvez envoyer avec une corne de brume soit un SOS, soit un son continu. Pour vous signaler qu'il vous a vu, le navire de secours percute un fumigène à main orange ou bien 3 fusées blanches. Il y a peu, le navire en détresse avait seulement 2 moyens de communication radioélectrique à sa disposition pour émettre un Mayday. La VHF Canal 16, la BLU sur 2182 kHz. Depuis le 1er février 1999, la mise en place définitive du SMDSM offre des possibilités beaucoup plus larges. SMDSM, qui signifie Système mondial de détresse et de sécurité en mer, a permis l'émergence de nouveaux outils extrêmement performants et accessibles aux plaisanciers. Le SMDSM est à la fois une organisation et des systèmes de communication qui s'appuient sur 2 réseaux de satellites, COSPAS-SARSAT et Inmarsat. Les satellites COSPAS-SARSAT tournent autour de la Terre à une altitude de 850 km pour SARSAT et 1000 km pour COSPAS sur des orbites quasi-polaires parcourues en 100 minutes. Ces satellites ne servent qu'à recevoir et retransmettre les messages de détresse émis par les radiobalises. Le système est conçu pour qu'il y ait toujours au moins 2 satellites COSPAS et 2 satellites SARSAT opérationnels en permanence. Inmarsat est une petite constellation de 4 satellites fixes par rapport à la Terre. Ils sont dits géostationnaires et ne servent qu'aux communications. Comment cela fonctionne-t-il ? Le navire en détresse utilisera plusieurs moyens radioélectriques, par exemple la VHF en appel sélectif numérique sur canal 70, fréquence intégrée au SMDSM. Selon son éloignement, toujours en appel sélectif numérique, il pourra aussi choisir d'émettre en BLU sur 2187.5 kHz, qui est aussi une fréquence de détresse intégrée au SMDSM. Conjointement aux émissions radio selon la procédure Mayday,
la balise de détresse COSPAS-SARSAT sera déclenchée automatiquement ou manuellement. Lorsqu'une balise de détresse est déclenchée, elle émet toutes les 50 secondes un message codé de 0,5 secondes contenant l'identité du navire sur la fréquence de 406 MHz durant 48 heures minimum. Selon sa position dans le ciel, un des satellites COSPAS-SARSAT recevra ce message dans un délai variant entre 20 minutes et 2 heures. Ce signal sera automatiquement renvoyé par le satellite sur une fréquence de 1544,5 MHz vers une station terrestre dite Centre de contrôle local ou Local User Terminal en anglais. Du centre de contrôle local, le message sera retransmis au centre de contrôle de mission MCC. En France, c'est le CNES. Celui-ci traite les données et localise le lieu du sinistre. Relié à un réseau de communication international, le centre de contrôle de mission dirige le message de détresse vers un centre de coordination et de sauvetage, les CROSS en France, Maritime Rescue Coordination Center en anglais, qui va organiser les secours avec tous les moyens à sa disposition, notamment via Inmarsat, un réseau de communication composé de 4 satellites géostationnaires. Le réseau Inmarsat est veillé en permanence par les marines marchandes et nationales de tous les pays membres de l'OMI et dès l'information tombée, en standard A, C ou B, les navires proches mettront le cap sur la zone du naufrage. Si le sinistre se situe dans son rayon d'action, un avion porteur de chaîne SAR peut être envoyé en attendant l'arrivée du navire le mieux placé. Selon le type de balise déclenchée, l'avion peut être guidé par un signal continu de homing émis par la balise sur la fréquence aviation de 121,5 MHz. Pour gérer toutes ces informations complexes transitant par 2 réseaux de satellites, l'OMI, l'Organisation maritime internationale, a défini une architecture consistant en un découpage de la planète en 3 catégories de zones. La première catégorie est composée de 16 zones dites Navarea. L'OMI y coordonne la diffusion de l'information sécurité et météo sur radio Telex Navtex ou standard A, C ou B via Inmarsat. Par convention, ces zones sont numérotées en chiffres romains de 1 à 16. 1. La Grande-Bretagne. 2. La France. 3. L'Espagne. 4. L'Est des États-Unis. 5. Le Brésil. 6. L'Argentine. 7. L'Afrique du Sud. 8. L'Inde. 9. Le Pakistan. 10. L'Australie. 11. Le Japon. 12. L'Ouest des États-Unis. 13. La Russie. 14. La Nouvelle-Zélande. 15. Le Chili. 16. Le Pérou. La seconde catégorie que vous voyez apparaître en pointillé sur l'image de synthèse est une sous-division des Navarea en zones côtières dites AZ Coastal Areas qui diffusent des messages spécifiques référencés de A à Z, par exemple. A diffuse les avis urgents aux navigateurs. B concerne les avertissements d'urgence météo. C informe des déplacements des formations glaciaires, les icebergs. D transmet les informations SAR, Search and Rescue. E diffuse les prévisions météo. Et ainsi de suite, jusqu'à Z. Chacune des 16 Navarea est placée par l'OMI sous la responsabilité d'un État qui dispose de centres de coordination du sauvetage maritime, CROSS en France, MRCC au Royaume-Uni. La troisième catégorie prend en compte les aires de couverture ou de portée des systèmes radioélectriques de transmission. Par convention, ces aires ont été nommées A1, A2, A3 et A4. La zone A1 correspond à l'aire couverte par au moins une station côtière VHF en ondes métriques d'une portée de 40 000 environ, équipée de l'ASN, appel sélectif numérique, sur canal 70. Le canal 70, veillé en permanence par les CROSS, remplace progressivement le 16, appelé à devenir obsolète. Relié à un GPS, la VHF ASN transmet lors de son déclenchement l'appel de détresse comprenant le code MMSI identifiant le navire ainsi que la position donnée par le GPS. A2 définit une zone couverte par au moins une station moyenne fréquence en ondes hectométriques, dite BLU, d'une portée de 125 000 minimum, fonctionnant en appel sélectif numérique.
fréquence de détresse 2187.5 kHz. L'appareil que vous voyez combine VHF et BLU en ASN, appel sélectif numérique. Le radiotelex Navtex, associé à une imprimante, est une pièce essentielle du SMDSM en zone A1 et A2. Il permet de recevoir dans une portée de 300 000 maximum les avis urgents au navigateur, les bulletins météo et tout ce qui concerne la sécurité de la navigation sous la forme d'un petit telex imprimé sur papier thermique. Le Navtex fonctionne sur la fréquence de 518 kHz. La zone A3 délimite les zones couvertes par les 4 satellites géostationnaires du réseau Inmarsat. Elle couvre le globe entier entre le 70e nord et le 70e sud. Via les satellites, les communications se font selon des équipements dits standard A, C ou B. Le standard C est actuellement le plus commun en plaisance. Le standard A est le nec plus ultra en matière de communication. Il permet téléphonie, téléx et transmission de données, mais en raison de la grosse antenne sous radome qu'il nécessite et de son prix élevé, il équipe surtout les grosses unités. Le standard A, de technologie analogique, évolue vers le standard B, qui utilise une technologie numérique. Une petite antenne suffit au standard B, il est moins coûteux et donc plus à la portée des plaisanciers. Parfaitement aux normes SMDSM, le standard C convient bien à la plaisance en raison de son faible encombrement. Il est d'un coût relativement modeste pour la sécurité qu'il assure. Le standard C permet la réception et l'émission de telex. Le Trimble Galaxy Inmarsat C, que vous voyez, est équipé de son propre GPS. En mode d'émission de messages prioritaires de détresse, il communique automatiquement la position du navire. Il est connecté à un PC et les messages sont délivrés par l'imprimante. Le trousseau de clés devant lui vous donne l'échelle. Les standards M, ou mini-M, donnent accès à la téléphonie, mais ne sont pas encore intégrés au SMDSM. La zone A4 concerne les 2 zones restantes, les régions polaires nord et sud. Avant le SMDSM, le navire en détresse cherchait surtout à contacter des navires proches qui seuls pouvaient le recevoir et lui venir en aide. La grande innovation dans le SMDSM, c'est que le navire en détresse, sans négliger de contacter des navires proches, fait directement appel à un centre de secours à terre qui organise son sauvetage. Ce dispositif ne laisse aucune zone du globe hors de contrôle. Le SMDSM est à l'origine d'équipements nouveaux comme la VHF à appel sélectif numérique, détresse sur canal 70, la BLU à appel sélectif numérique, détresse sur 2187.5 kHz, le radiotelex Navtex, les systèmes Inmarsat standard A, C ou B qui peuvent servir aussi bien à la localisation de détresse qu'à la communication. Et aux équipements ne servant qu'au repérage en cas de détresse comme les balises COSPAS SARSAT, les transpondeurs radar SART. Cette balise de détresse McMurdo est bifréquence. Elle émet un message de détresse sur 406 MHz en direction des satellites COSPAS SARSAT et un signal de homing sur la fréquence de 121.5 MHz qui permettra au secours d'être guidé en direction des naufragés. Un puissant flash au xénon facilitera encore l'approche finale. Cette balise Plastimo Canad 406 est une balise simple fréquence. Son prix la met à la portée de la plupart des équipages. Cet appareil est un transpondeur SART, Search and Rescue Transponder. Lorsque l'émission radar d'un navire de recherche l'atteint, il s'active automatiquement et émet un signal de détresse composé de 12 pulsations. L'opérateur radar du navire de recherche sait immédiatement qu'il se trouve en présence d'une détresse. Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, ou CROSS, bien qu'armés par des hommes de la Marine nationale, dépendent des services extérieurs du ministère des Transports et de l'Équipement. 24 heures sur 24, depuis leur création en 1967, les CROSS sont à l'écoute et toujours prêts à déclencher l'aide la plus adaptée au type de détresse. Les CROSS sont organisés pour la collecte et la diffusion des informations de prévention, messages de sécurité, AVURNAV, urgence météo, etc. De longueur
5 à 6 mètres, en position 47 degrés, 40 minutes nord et 003 degrés, 25 minutes ouest. 47 degrés, 40 minutes nord et 003 degrés, 25 minutes ouest. Et une autre bille de bois de longueur 3 mètres, située au sud-ouest de la bouée cardinale ouest, Bandétruy, à l'entrée du chenal de la face d'ouest de l'Orient. Sécurité, sécurité, sécurité. Des brigades atlantiques qui interviennent au large, au zodiaque des sapeurs-pompiers, en passant par les hélicoptères de l'aéronavale, de la sécurité civile ou de la vedette SNSM, le chef de quart du CROSS peut mettre en œuvre le moyen adapté à la détresse qui lui est soumise. Il y a 5 CROSS et 3 sous-CROSS en France. Le CROSS Griné, le CROSS Ma-Jobourg, le CROSS Corsen, le CROSS A-Etel, le CROSS Med, Lagarde. Et les sous-CROSS, Soulac, Agde et Île-Rousse. Lorsqu'un naufragé est hors du rayon d'action des moyens côtiers, hélicoptères, vedettes SNSM, etc., pour lui permettre d'attendre l'arrivée du navire le plus proche de la zone du sinistre, le CROSS pourra décider d'envoyer un avion porteur de chaînes SAR. En France, actuellement, ce sont les brigades atlantiques de l'aéronavale qui sont chargés de ces missions. Une chaîne SAR est un ensemble composé d'un radeau de survie en container relié à une bouée munie d'un foscar par un bout de 200 mètres. Si le naufragé est dans un radeau de survie et est donc soumis à une forte dérive vent, la chaîne SAR sera larguée sous le vent du naufragé afin que celui-ci dérive sur celle-là. Si le naufragé est dans l'eau et n'est donc pas soumis à la dérive vent, la chaîne SAR sera larguée au vent du naufragé afin que, poussée par le vent, elle lui dérive dessus. Le moment de l'élitreillage du naufragé est la phase ultime de son calvaire. Il sait que maintenant, il est sauvé. Des réactions d'euphorie, même d'excitation, peuvent apparaître. En général, un plongeur membre de l'équipage de l'hélicoptère saute à l'eau, passe la sangle sous les bras du naufragé et les lui rabat le long du corps avant de donner le signal de remontée. Pendant toute la remontée, il faut se souvenir de garder les bras bien serrés le long du corps. Ce n'est pas le moment de retomber à l'eau dans une joyeuse et funeste gesticulation. En ce qui concerne la teneur et les procédures d'émission des messages de détresse, d'urgence et de sécurité, je vous renvoie à notre cassette Procédure radio. Cap sur Groix. France borde la grand voile et Thierry se prépare à virer. C'est bon, on va prendre de la vitesse. Okay. C'est impeccable. On va pouvoir faire le virement de bord tranquille. Et la côte, hein? Voilà. Petite brise et mer calme. Au virement de bord, un équipier distrait qui lovait une drisse en pied de mât est surpris et la baume le précipite par-dessus bord. Ça passe là. Commence à border proche. Yannick l'a vu la première et pointe son index dans la direction de la tête qui s'éloigne. L'équipage est bien entraîné et Yannick sait que son rôle, à partir de maintenant, consiste à indiquer la direction de l'homme à la mer et elle ne fera que ça jusqu'à la récupération de son camarade. Thierry lance le diesel et se place bout au vent pour affaler. Thierry commence la manœuvre de Boutakoff. Cette manœuvre, qui doit se faire au moteur, pour être précise, est particulièrement recommandée si on ne sait pas à quel moment l'accident a eu lieu. Thierry abat de 90 degrés par rapport au cap suivi au moment de l'accident.
Dès que le compas affiche le nouveau cap, en conservant le même régime moteur, il vire de 270 degrés sur l'autre bord jusqu'à venir à 180 degrés de son cap initial. Je bord. Pas trop bon, c'est bon. Ok. Et où? D'accord, ok. Ok, on va les affoler. Je vais chercher la balancine. Je mets doucement avec le moteur et je... La boum. Le taquet de la baume de renvoi n'est pas bloqué. Je l'ai rebordé. C'est bon, j'ai visuel. Thierry suit la direction que Yannick n'a cessé d'indiquer pendant toute la manœuvre. Il repère Georges droit devant. Jean-Claude prépare le life sling, qui est une sangle de récupération reliée au navire par un bout de flottant jaune. Le verre aussi. Ouais. Merci. On envoie dessus. C'est pareil à envoyer là. Vous voyez pareil. On voit. Georges, t'es prêt? La manœuvre consiste à enrouler la ligne autour de l'homme à la mer en virant autour de lui. L'accidenté a saisi la ligne et se glisse dans la sangle. Jean-Claude l'assure. Yannick peut maintenant changer de rôle. Avec France, elle prépare un palan qu'elles vont frapper sur la drisse de spi. L'autre extrémité du palan sera accrochée sur la sangle du life sling. L'homme sera hissé le long du bord de cette façon. Il est en effet exclu de remonter l'homme à la mer par l'arrière, car les mouvements de tangage du bateau pourraient assommer le malheureux sous la voûte. De plus, un homme équipé et fatigué est très difficile à remonter à la main. L'équipier est sauvé. Je vais l'amener le long de la coque, hein, sur tribord. Bon, après, je te passe le bout du mousqueton. Georges, tu prends le mousqueton, ça va? Ça va? Ouais, ça va. C'est caille, hein? Tiens. Tiens, je le tiens. Tiens, vas-y, du mou. Ok, c'est crochet. Ok, les crochets. Tiens. Yannick, tu prends. Assure-le. Vas-y, moi je récupère devant. Il n'est pas assez haut, hein. La drisse de spin n'est pas assez haute. Essaye de... Je remonte. Attends, je te trouve ça. Voilà, Il est assuré, de toute façon, on a le temps. Ok, je le monte. Ça repart. Tiens, donne-moi la main. Ah, il se sent pas bien, hein. Regarde. Il fout le camp. Les pieds, qu'est-ce qu'ils mettent à Je prendre le les prends, pieds? je le prends, je le prends. Encore un peu vers l'avant. Et glisse-le sur l'avant. Je vais lui surélever les pieds. On fait ça là. Voilà, c'est bon. Yannick, tu peux me donner un bonnet? Il est parti, il doit se refroidir. Attends, je le décroche. Voyons s'il est conscient. France est une miraculée de la mer. Écoutons le récit de son aventure. Ça s'est passé en octobre, non, en avril 97, pendant un convoyage. Alors on était un équipage féminin, on était 4 filles à bord. Moi je skippais le bateau. Et on est parti un soir pour partir à La Rochelle.
Alors, au milieu de la nuit, enfin au fur et à mesure que la nuit avançait, le vent a monté, le vent a atteint les 30 nœuds, la houle s'est formée aussi, la mer est devenue assez dure. Et là, toutes les quatre, on était un petit peu prises de mal de mer. Moi, j'étais à la barre et à un moment donné, j'ai senti que j'allais plus du tout bien. Donc, j'ai demandé à une amie de me remplacer et je suis partie vomir sous le vent. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un départ au loft. Et moi, j'ai dû glisser, mais j'étais inconsciente. Donc, je me suis réveillée dans l'eau, au milieu des étoiles, de la mer, sans voir plus du tout le bateau. Et là, j'ai compris ce qui m'arrivait. Je sais ce que ça veut dire, un homme à la mer, en plus en pleine nuit, parce qu'il était 4h30 du matin. Et je me suis dit, mais là, j'ai une chance sur deux de vivre. Or, ça me paraissait mais impossible de ne pas vivre, que ça s'arrête là. Alors, je crois qu'à ce moment-là, toute la panique, toute la peur que j'aurais pu avoir, elle est partie très très loin, parce que j'avais qu'une volonté, c'était survivre. Alors là, j'avais qu'une envie, c'était de suivre le bateau, donc de nager. Alors, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement que de nager, puisque les vagues déferlaient et me déferlaient au-dessus. Donc je nageais, j'essayais de nager dos à la vague pour suivre le bateau, mais c'était très difficile, parce qu'on est un petit peu tourneboulé par les vagues. Face à la vague, c'est encore plus impossible, parce qu'on a tout dans la figure. Au niveau au nord-ouest, c'est-à-dire travers d'un côté, psychologiquement, j'avais pas très envie, parce que là, j'allais au large, donc j'ai opté pour l'autre côté. Donc je nageais travers à la vague, ce qui était le moins inconfortable, et je laissais les vagues me passer par-dessus. Alors là, j'ai senti aussi que je me refroidissais beaucoup par le cou. Alors j'ai essayé de mettre ma capuche, et là aussi, à une main, c'est impossible. À deux mains, on coule. Alors il a fallu se faire un peu violence, et le premier challenge, c'était de dire, bah tant pis, hein, faut couler, pas envie, pourtant quand on est dans l'eau, il faut couler quand même pour mettre sa capuche. Alors une fois que j'ai réussi ça, j'étais quand même plus sûre de moi en me disant, bon ben, je me sens mieux, j'ai l'impression de moins me refroidir. Alors j'ai continué à nager jusqu'au jour, et depuis 4h30, le jour s'est levé vers 6h je crois. Et je pensais que le jour, ça allait être beaucoup plus facile, et en fait pas du tout, parce que l'eau, plutôt nous, on a vraiment plus froid. Quand le petit jour apparaît, on a l'impression qu'on sort d'une nuit de fête, et on sent toute sa fatigue, on sent tout le froid, et en plus, j'avais plus aucun repère. Et j'avais pas pensé à ça, mais la nuit, j'avais un repère fixe, c'était toutes les étoiles du ciel. Et de jour, je voyais plus que des montagnes d'eau complètement mouvantes. Alors déjà que j'avais la tête qui tournait, là, ça accentuait tout ça. Alors je continue à nager, et au petit matin, j'ai quand même aperçu un hélicoptère. Et je voyais bien qu'il était là pour moi, puisque quand même on était à 10 000 au large de l'île Dieu, donc il n'y a pas grand chose à faire ici. Et par contre, il m'est passé 4 fois au-dessus sans me voir. Alors là, c'était désespérant, parce que je crois que c'était le moment le plus dur. Parce que là, je ne savais pas comment ça se passait, les recherches. Et je me disais, mais si cet hélicoptère ne me voit pas, et s'il s'en va, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Moi, j'ai plus qu'à attendre. Et bon. Après, j'ai compris seulement pourquoi il ne me voyait pas. Parce qu'il était, je crois qu'il y avait le soleil, moi et lui. Donc, moi, je devais être un petit point noir sur l'eau. Un petit point noir, c'est-à-dire juste la tête qui dépasse, c'est pas grand-chose. Donc, je me suis dit, s'il y en a un autre qui arrive, alors là, surtout, je ne le regarde pas, parce que c'est pas ma figure qui est phosphorescente. C'est ma capuche. Donc, je ne sais pas, je crois qu'à peu près une demi-heure après, un autre hélicoptère est arrivé. Et il est arrivé avec le soleil dans le dos. Donc, je me suis bien attachée, surtout, à ne pas le regarder. Et j'ai continué à nager. Et alors là, j'avais la tête qui tournait. Je nageais, je priais, je nageais. Je voyais que ça à faire, parce que vraiment, on ne sait pas où chercher du secours dans ce cas-là. On a beau avoir confiance, bon, il faut bien se fier à quelque chose. Et surtout, je ne l'ai pas regardé. Donc j'ai continué à nager, puis tout d'un coup j'ai entendu une voix qui venait du ciel, parce qu'ils étaient avec un porte-voix. Ils me demandaient si tout allait bien. Maintenant qu'ils y étaient, tout allait bien. Et ils m'ont dit que c'était une navette SNSM, qui allait me récupérer, qui était tout près. Et moi j'ai eu la sensation que dans les 3 minutes, la navette était là, et on m'a empoignée. J'ai vu une coque verte de bateau, et quand j'étais à bord, j'ai enfin pensé que j'étais sauvée. Alors là, j'ai eu le temps de leur dire comme j'étais heureuse. Et après, mais je suis partie dans le coma, parce que je crois qu'on se relâche quand on croit être sauvé. Mais je n'étais pas encore sauvée apparemment, parce qu'en s'endormant, le corps se refroidit. Donc ils m'ont obligée à rester éveillée pendant tout le trajet qui a duré 3 heures entre le Morpéché et l'île Dieu. Parce que sinon, moi mon corps était à 32 degrés, et il paraît qu'à 28, c'est irrécupérable.
Donc il fallait encore rester réveillé et je crois qu'il n'y a que à l'île Dieu que bon, je me suis sentie sauvée. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Je crois que c'est vrai qu'on pense à beaucoup de choses. Et à la mort, assez peu. J'ai pensé à la mort 5 secondes, je crois. 5 secondes quand l'hélicoptère est parti, le premier hélicoptère est parti, et que là, je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. Et la mort, tout d'un coup, j'ai pensé à la mort en me disant, mais qu'est-ce que c'est? J'avais dit que j'aurais de la volonté, mais là, c'est dur. Et si j'arrive pas, ben, ça sera différent, simplement. Mais différent, c'est être fataliste tout d'un coup, et ça m'a effrayée. J'ai pensé aux filles qui étaient sur le bateau, à mes amis, à ma famille, et je me dis, mais je ne peux pas baisser les bras maintenant. Donc ça m'a redonné un petit peu la pêche, et j'ai décidé de continuer de me battre. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? J'ai essayé de positiver tout du long. Hein. J'avais faim. Je pensais au repas que j'avais pris la veille. Un bon gueuleton en me disant, bah, tiens, c'est toujours ça de gagner. Et je crois qu'on a une conscience de là où on est, de ce qui se passe autour. Alors je pensais aussi aux filles qui étaient à bord, donc il n'y avait plus que 3 filles. Moi j'étais le skipper, donc en plus elles n'étaient pas du tout préparées à assumer des recherches, leur angoisse, et puis ramener le bateau. Alors j'espérais que ça se passe bien, qu'elles aient l'idée d'envoyer fusée, d'envoyer un Médée d'abord. Et je crois qu'elles ont fait les choses assez bien, c'est-à-dire qu'elles ont appelé par VHF, elles se sont situées à l'aide de fusées après. C'est un pêcheur qui les a repérées et donc qui a pu situer la zone. Elles sont arrivées à l'île Dieu comme moi, 3 heures après à peu près, remorquées par un bateau. Et on s'est retrouvées à l'autre bout, pas mécontentes quand même, de se retrouver vivantes toutes les 4. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai passé quelques jours à l'hôpital pour me réchauffer, prioritairement. Et je me suis rendu compte que quand même je l'avais échappé belle. Mais ça, je m'en suis rendu compte quand même longtemps après. Longtemps après, j'étais consciente de la chance que j'avais. Alors du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin et envie d'en témoigner parce que je crois que c'est important. Quand j'étais dans l'eau, j'ai moi aussi pensé à un témoignage qui était le témoignage d'un Russe qui s'était évadé de son pays et qui avait passé 20 heures dans l'eau parce qu'il s'était évadé clandestinement sur un navire de commerce, qui avait passé 20 heures dans l'Atlantique Nord. Alors moi je me disais, moi je ne suis pas dans l'Atlantique Nord, l'eau est plus chaude et puis quand même j'en ai sûrement pas pour 20 heures parce que je ne suis pas très très loin de la côte. Et ça m'a aidé aussi d'avoir un repère positif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en témoigner et du coup je suis en train d'essayer d'écrire ma petite histoire pour qu'elle puisse servir à d'autres. Je crois que c'est important. Avant d'appareiller, je vais préparer mon sac individuel de survie. Alors le voilà. Et dans ce sac, je vais commencer par mettre des bouteilles d'eau aux 3/4 pleines, de la nourriture, des barres de céréales si vous avez, énergétiques, un couteau multifonction, une couverture de survie, des vêtements, alors pull et pantalon, on rechange. Une lampe étanche, un petit matériel de pêche, quelques médicaments personnels, mes papiers évidemment, une paire de lunettes de rechange, une VHF et un téléphone portable si vous avez, que là par contre on va envelopper dans du plastique pour plus de sûreté. Voilà. Et puis la balise Cospa Sarsat, comme ceci. Donc c'est un sac de survie étanche qui se roule par là. Et qui est en plus un sac à dos, ce qui est plus pratique pour embarquer rapidement. Alors, chacun fera son sac de survie individuel et bien évidemment en mettant ce qui lui est le plus important. Le skipper n'oubliera pas également de mettre les papiers du bateau. Jean-Claude va initier Thierry à l'utilisation de la combinaison sèche de survie TPS. Donc tu vas t'équiper avec la TPS.
C'est un vêtement de protection thermique. Alors je te le recommande particulièrement lorsqu'il fait mauvais en mer hein, et que tu es tout seul à bord. Il faut impérativement la porter. Ça joue le même rôle qu'un ciré, mais l'avantage c'est que si tu tombes à l'eau, en plus, tu seras protégé. Donc, la meilleure position, voilà. Tu t'assois, tu passes les jambes dedans. Tu peux mettre les deux à la limite ensemble. Hein. Ensuite, quand tu l'auras bien tendu au niveau des jambes, tu te lèves. Voilà. Fais coulisser l'ensemble vers le haut et tu passes tes bras. Le bras droit, c'est plus simple. Alors n'oublie pas de rabattre le manchon après pour l'étanchéité. Ensuite, tu passes la tête. La cagoule. Donc, tourne-toi un peu. Je vais fermer la fermeture éclair. C'est celle-ci qui assure l'étanchéité de ton vêtement. Et je roule ensuite la blague à tabac de telle façon à rendre l'étanchéité à 100%. Voilà. Alors, tu me fermes les mousquetons devant. Les mousquetons vers l'intérieur. Donc, tu vois ce renfort, il te sert à flotter. Si tu tombes à l'eau, il sortira ta tête hors de l'eau. Donc une protection thermique accentuée et surtout au niveau des déferlantes par rapport à la mer, tu seras mieux protégé. Alors sur ta tête, tu vois une bande jaune, des bandes rétro-réfléchissantes de chaque côté. Ensuite, les mousquetons, de préférence, tu les fermes vers l'intérieur de telle façon que si tu as des bouts qui traînent, si éventuellement tu montais à bord d'un radeau également, ça évite au bout de se coincer là. Et tu te retrouverais coincé sous l'eau. Ensuite ici, en fonction des versions, tu peux avoir un poumon de retournement. Alors ce poumon, il te sert à quoi? Si tu es inconscient dans l'eau, tu tombes sur le ventre, ce poumon va se gonfler automatiquement et va te retourner sur le dos. De telle façon à dégager tes voies aériennes. Ok? Ensuite, tu vas trouver la braguette ici. Elle peut te permettre de naviguer pendant plusieurs heures sans avoir besoin d'enlever entièrement ta combinaison si tu dois uriner. Voilà. La dernière chose que tu dois mettre, c'est tes chaussons, tes surchaussons. Ces surchaussons-là, ils n'ont qu'un but, hein. C'est simplement d'assurer l'étanchéité et éviter l'usure de tes chaussons d'origine. Et lors des déplacements le long du bateau, ça évite de les abîmer. Là, sur tes bras, tu vois également des moufles. Ces moufles ne te serviront pas pour naviguer. Elles vont plutôt te gêner. Elles ne servent que si tu tombes à la mer. Et elles joueront le rôle de protection thermique également pour te protéger les mains. Ok ? Les combinaisons de survie modernes sont confortables et s'enfilent en 30 secondes. Réalisées en néoprène, elles sont totalement étanches et peuvent assurer une survie de plusieurs heures dans une eau à moins de 2 degrés. Ça, c'est simplement une réaction à avoir à la limite dans l'eau. Hein, ou alors s'il fait très froid dehors, à la barre, tu peux encore les utiliser. Mais c'est surtout si tu tombes à l'eau. Les équipages qui ont opté pour la combinaison de survie doivent s'entraîner à l'enfiler rapidement, même les yeux bandés, afin d'être capables de le faire ensuite dans les pires circonstances. C'est pareil. Quand tu auras ta combinaison, moi je te conseille un bon truc, c'est de retourner tous tes manchons qui soient prêts à se positionner. De telle façon que quand tu insères soit tes bras, soit tes mains, ça glissera beaucoup mieux.
Depuis son aventure, France est devenue une inconditionnelle de la sécurité à bord. C'est elle qui va nous montrer comment et avec quoi s'amarrer. En ce qui concerne les harnais de sécurité, voici le premier qui est le harnais de base que l'on enfile comme ça. Il n'est pas très simple à enfiler. Il n'est efficace que fermé, c'est-à-dire crocheté avec la longe, comme ceci. Étant donné son maniement peu pratique, il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas du tout. Un petit peu plus pratique, quasiment le même harnais, si ce n'est que lui, il est bien maintenu dans le dos. Du coup, on l'enfile un petit peu mieux. L'avantage aussi, c'est que celui-ci se ferme tout seul et on croche sa longe sur l'anneau. Voilà. Le troisième est encore plus simple parce que c'est un harnais boléro. Donc celui-ci on l'enfile comme un gilet. Et une fois qu'on est dedans, on est vraiment sûr de son harnais parce qu'il n'y a pas risque qu'une sangle ou l'autre tombe. On est vraiment très bien amarré dedans. Alors là, il s'agit d'un gilet tout d'abord et d'un gilet harnais de sécurité. L'avantage, c'est que vous êtes harnaché, mais en plus vous avez un gilet de sauvetage autogonflant ou bien on peut le gonfler manuellement. Donc toujours la même position, efficace. Mais finalement, le plus confortable et le plus efficace en navigation, ça reste quand même la veste avec flottabilité et harnais intégré. Parce qu'alors là, ça se croche de la même manière. Ouais. Mais vous êtes confortable, vous pouvez vous déplacer en tout point du bateau, en permanence harnaché, en permanence avec une flottabilité. Et vous pouvez même, au besoin, rajouter encore la veste, le gilet autogonflant au-dessus. Là, c'est parfait. Alors maintenant, je vais remettre ma veste de quart. Mais comme elle ne possède pas de harnais intégré, je vais câbler dessus ce gilet à harnais intégré. Donc un système d'amarrage est composé de 3 éléments. Les 2 premiers, on vient de les voir, sur soi, on a un harnais. Pour relier le harnais, la personne au bateau, une longe. Et là, vous voyez que cette longe, je l'ai câblée à la ligne de vie. Alors la ligne de vie, elle sert simplement à se déplacer dans le sens de la longueur. Il y a une ligne de vie de chaque bord du bateau. Mais attention, parce que rester câblé simplement sur une ligne de vie, ça va faire en sorte que si on tombe à la mer, on va être traîné. Il vaut donc mieux s'amarrer à des points fixes, des pitons à œil, qui seront dans l'axe du bateau, c'est-à-dire sur la plage avant, au pied de mât et dans le cockpit. Je vais donc aller vers le pied de mât amarré à la longe. Et ici, si j'ai à travailler en pied de mât,
Voilà, je capelle ça comme ça. Et j'ai un solide plan de travail triangulaire pour, ben voilà, pour lever un bout par exemple. Je me souviens qu'un jour, au large de la côte espagnole, j'ai perdu un sac à voile. Un sac dans lequel je venais de mettre un génois. C'était pas un génois énorme, c'était un sac à peu près grand comme ça. Et il faisait beau, un petit peu de houle. Je fais une manœuvre impeccable pour aller récupérer mon sac qui flottait, que je voyais. Puis je suis passé tout près, vraiment tout près, puis bon, on n'a pas réussi à le prendre, le bateau avait encore un peu d'air. J'ai refait une manœuvre impeccable, et puis on est passé un petit peu plus loin, puis on a eu du mal à l'attraper, parce qu'il commençait à être un petit peu lourd, un petit peu plein d'eau. Et puis quand on est passé la troisième fois, le sac avait coulé. Bon, j'étais furieux parce que j'avais perdu une voile. Et puis j'ai réalisé que si quelqu'un était tombé à l'eau ce jour-là, dans ces conditions-là, je ne l'aurais peut-être pas récupéré non plus. Donc vraiment, ça m'a fait réfléchir. Et là, je me suis dit, tout ce qui n'est pas amarré sur le pont d'un bateau, un jour ou l'autre, c'est perdu. Y compris les gens. Moralité, c'est très, très important d'avoir un harnais pratique, d'être habitué à travailler avec son harnais, d'être habitué à trouver des endroits où on va se crocheter pour faire ceci, pour faire cela. On voit le pied du mât, par exemple, pour lever une drisse, mais... voilà, et c'est toujours un compromis entre être amarré suffisamment long pour pouvoir évoluer un petit peu, attraper ce qu'on doit attraper, et être amarré suffisamment court pour, en cas de déséquilibre, ne pas finalement faire le maquereau au bout de la ligne, remorqué par un bateau qui irait à 8 nœuds. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui demande réflexion, en fonction de soi-même, de son habitude de navigation, de son plan de pont, la façon dont on utilise son bateau, mais je crois que là, chaque plaisancier doit vraiment avoir cette réflexion et ensuite non seulement s'amarrer, mais passer des consignes à bord. Moi, je sais que quand je suis en bas et puis qu'il y a quelqu'un sur le pont, je dors mal, je me réveille éventuellement la nuit, j'interroge, je dis t'es bien amarré, etc. Et j'ai pas un sommeil très tranquille. Voilà. Donc tous, après avoir vu ce film, allez voir votre bateau, réfléchissez, regardez vos harnais, voyez s'ils sont pratiques et réfléchissez un petit peu à ce modus vivendi sur le pont, c'est-à-dire comment vous allez faire toutes les manœuvres que vous faites couramment et où est-ce que vous serez amarré à ce moment-là. Les brassières de 50 newtons ne sont qu'une aide à la flottabilité. Bien qu'elles soient autorisées en 6e et même en 5e catégorie, leur usage devrait être limité aux activités de plage, car elles obligent à nager pour tenir en surface. Les brassières de 100 newtons peuvent être utilisées en toute catégorie de navigation. Elles peuvent assurer le retournement d'une personne inconsciente en 10 secondes. Elles sont équipées au moins d'un sifflet et de bandes réfléchissantes. Les brassières de 150 newtons doivent assurer le retournement d'une personne inconsciente équipée d'un ciré en 5 secondes. Elles sont équipées au moins d'un sifflet, de bandes réfléchissantes et d'une poignée de halage. La sous-cutale, souvent en option, est indispensable. Les gilets gonflables de 150 newtons sont les plus pratiques et les plus agréables à utiliser. Ils sont si légers et si peu encombrants qu'ils se font vite oublier. Les plus performants comportent un harnais homologué et une sangle sous-cutale en option mais indispensable. Selon vos souhaits, vous pourrez choisir entre le gonflage automatique ou manuel par percussion d'une cartouche de CO2. Ces gilets sont munis d'une poignée de halage et d'un tuyau de gonflage buccal avec valve anti-retour. Ils sont prévus pour assurer le retournement sur le dos d'une personne, même inconsciente. Médée, Médée, Médée. Voilier Aven, Alpha, Victor, Echo, November. Position 47 degrés, 40 minutes, nord et 3 degrés 29 ouest. Incendie à bord. Impossible de maîtriser. 5 personnes à bord. Sommes obligés d'évacuer le bateau en radeau de survie. Demandons secours. Terminé.
Jean-Claude, tu prépares les fusées, moi je monte les pavillons. France, tu viens avec moi au winch, on va les hisser. Le feu s'étend rapidement et l'équipage doit condamner la descente pour essayer d'en retarder la propagation. Malheureusement, comme sur beaucoup de bateaux de location, les brassières sont stockées à l'intérieur et elles ne sont plus accessibles. Il faudra donc évacuer sans. Les témoignages le prouvent. Il est rare qu'un abandon ne soit marqué par un impondérable et notre équipage n'échappe pas à cette règle. En navigation, les brassières devraient toujours être stockées dans le cockpit. Dans l'affolement qui risque de régner au moment de percuter le radeau et d'embarquer, vous devez vous souvenir de ne jamais percuter le radeau sur le pont du bateau, vous risqueriez de ne pas pouvoir le mettre à l'eau ou de le crever. De bien amarrer au bateau la bosse de percussion du radeau pour ne pas risquer de voir celui-ci dériver hors de portée dès son gonflement. D'attendre, si c'est possible, que le gonflage soit terminé et que les soupapes de surpression se soient refermées afin que le CO2 en excédent soit évacué. Vous éviterez ainsi de commencer votre survie par une hypercapnie. Souvenez-vous aussi que le CO2 est un gaz lourd qui risque de stagner longtemps au fond du radeau. Pour cette raison, les malades ou les blessés doivent rester assis dans le radeau, au moins dans les premières heures qui suivent l'embarquement. Dans les cas de croisière ou de course transocéanique, si des containers d'eau existent à bord, ils seront préparés en ne laissant à l'intérieur qu'un niveau égal aux 3/4 de leur volume. Les containers ainsi préparés, pour flotter, seront amarrés en chapelet à l'extérieur du radeau, du côté de l'ancre flottante, dont ils renforceront l'action en attendant d'être utilisés. Je jette l'encre. Bon, je vais faire l'inventaire. Prends les pagaies, faut. Ouais. 2 éponges, une lampe, des fusées. Comment ça s'en mange? Le radeau de survie peut être retourné par l'action conjuguée des vagues et du vent ou se gonfler à l'envers. Pour le remettre à l'endroit, l'équipier doit contourner le radeau jusqu'à la bouteille de CO2, se hisser dessus en prenant appui sur la bouteille, saisir le bout de retournement qui est toujours à poste sous le radeau et tirer. S'il a pensé à remonter l'ancre flottante, le radeau se retournera facilement. Debout à l'aplomb de la bouteille, Georges tire aussi fort qu'il le peut. Comme il a oublié de remonter l'ancre flottante, malgré tous ses efforts, le radeau ne se retourne pas. Au bout de ces 50 mètres de ligne, tant qu'elle sera à l'eau, l'ancre flottante empêchera toute manœuvre de retournement. Réalisant son oubli, Georges la remonte. Et voilà, une traction sur le bout de retournement et le radeau se remet à l'endroit. Sous le radeau qui lui retombe sur la tête, Georges sait qu'il ne doit lâcher le bout de retournement que lorsqu'il aura saisi la main courante externe qui ceinture le radeau. Il contourne celui-ci et remonte à bord. Georges va nous faire un inventaire aussi humide que réaliste du radeau, tel que vous-même pourriez malheureusement le découvrir. Bien, me voici dans mon radeau, que je vais vous décrire en commençant du haut pour finir par les parties basses. Alors sur le haut, sur l'arceau, vous allez trouver un système de signalisation, une petite lumière rouge
qui fonctionne grâce à un contact électrique que je vais vous décrire. Alors il s'agit de deux contacts électriques qu'il faut relier ensemble avec par exemple un adhésif que vous allez trouver à l'intérieur de votre radeau. Donc vous faites comme ceci. Ensuite vous plongez l'ensemble dans l'eau de mer et votre lampe est en fonction. Sur le dessus, vous allez trouver le système de récupération d'eau douce. Donc ce système à l'extérieur permet de piéger l'eau qui va ruisseler le long de la capote pour ensuite être récupérée à l'intérieur avec ce système. Un petit tuyau et un sac plastique. Bien, toujours sur les parties hautes de ce radeau, nous allons trouver des bandes réfléchissantes, ici au nombre de 3. 1, 2 et 3. Pour permettre une surveillance ou une veille visuelle à l'abri des éléments, nous allons trouver au niveau de cette capote une fermeture éclair. Cette fermeture éclair s'ouvre de l'intérieur et permet une veille efficace et à l'abri des intempéries. Sur le boudin intermédiaire, vous allez trouver nécessairement un couteau. Ce couteau va vous permettre de couper la bosse qui relie votre radeau au bateau. Vous trouverez aussi 3 bouchons de gonflement et 2 soupapes de surpression. Une main courante extérieure, une main courante intérieure sur laquelle vous trouverez 2 échelles de corde. Sur la main courante intérieure se trouvent fixés les composants. 9 litres d'eau répartis dans les sachets de 100 ml. 3 kg de nourriture répartis dans 6 packs de 500 grammes. Protégé dans une housse plastique, vous allez trouver aussi 6 feux à main, un gonfleur pour faire la pointe de votre radeau, une écope qui va vous permettre d'assécher votre radeau, 2 éponges pour peaufiner l'assèchement, un kit de réparation en cas de crevaison, un sifflet, une lampe de poche ainsi que 2 piles, deux pagaies démontables, un manuel pratique de survie en mer, une notice de survie, le fascicule de contrôle, 2 fusées, une boîte à pharmacie, trois couvertures de survie, du matériel de pêche, en cas de mal de mer, vous trouverez aussi des cachets, un gobelet gradué, un miroir. Dans ce tube en PVC, vous trouverez 4 bâtonnets scialume. Toujours fixé sur la main courante intérieure, le halin flottant. Vous trouverez aussi 2 sacs qui permettront de mettre à l'abri tous vos composants. Et enfin, pour terminer, le fond de votre radeau est composé d'un tapis isotherme.
En extérieur, vous trouverez une bouteille de CO2, 4 poches à eau, une drisse de retournement et pour terminer, l'encre flottante. Un radeau de sauvetage, c'est quelque chose qui a l'air simple, mais qui est extrêmement complexe. Et puis c'est un petit peu un mouton à 5 pattes parce que on va demander au radeau toutes sortes de choses. On aimerait trouver à bord d'un radeau tout ce qu'il faut pour assurer une survie avec un minimum de confort, mais d'un autre côté, il faut que ça reste léger. Il faut que ce qui est à bord du radeau ne s'abîme pas avec le temps trop rapidement pour qu'entre deux révisions, ce ne soit pas périmé. Il faut que ça se gonfle tout seul. C'est souvent stocké en plein air ou dans une atmosphère très humide. Donc tout ça n'est pas évident. Et parce que c'est un matériel complexe, c'est un matériel un petit peu sensible, eh bien, sa mise en œuvre n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Bon, on se dit c'est très simple, je prends mon truc, je le balance à l'eau, ça s'ouvre et je monte dedans. Bon, bah, c'est comme les fusées, hein. Tout ça c'est très simple par beau temps, c'est très simple quand tout va bien, c'est très simple quand on est en forme, c'est très simple quand on n'a pas le mal de mer, c'est très simple quand il fait jour, mais quand toutes les conditions inverses se sont réunies, et ben là c'est beaucoup moins simple. D'autant plus qu'il faut vraiment comprendre que dans un moment de stress, pourquoi pas de panique, on perd 50-60% de ses moyens. Alors, ben c'est pareil, hein, c'est comme les fusées, le radeau, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, bien savoir ce qu'il y a dans la boîte, bien savoir comment ça va fonctionner, bien savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et pour le savoir, il faut l'avoir fait. Il faut l'avoir fait, c'est indispensable. Donc là aussi, vous voyez un film qui vous montre les choses, mais ensuite, il faut que vous ayez l'occasion de le pratiquer. Et là, comme pour les fusées, bah, il y a du matériel qui est périmé, soit parce qu'il va partir en révision, soit parce qu'il est obsolète, et il est indispensable, là encore, que tous ceux qui en ont la possibilité organisent des séances, avec notamment des percussions de radeau. Et ceux qui l'auront fait une fois dans leur vie, ils sauront le refaire. Ceux qui ne l'auront jamais fait, ils seront toujours handicapés. Il y a des stages d'initiation, je dirais, à la survie. Ça, c'est très bien, c'est l'idéal, mais tout le monde n'a peut-être pas le temps d'aller participer à un stage. Donc il faut que se multiplient dans les ports de plaisance des séances de percussion de fusée, d'ouverture de radeau, et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de passer un certain nombre de messages concernant, je dirais, la stratégie de l'abandon d'un bateau. Quand est-ce qu'on doit ouvrir son radeau ou quand est-ce qu'on doit retarder le moment de l'ouverture et ne pas céder à la panique. Tout ça, c'est très important. Moi, je milite pour qu'on organise dans tous les ports des séances. Et là, je m'adresse aux plaisanciers. Quand vous voyez une petite affiche ou quelque chose, quand on vous signale ce genre de séance, eh bien, allez-y, prenez sur votre temps. Un jour ou l'autre, c'est votre vie qui est en cause. Le Centre d'études et de pratique de la survie organise 3 niveaux de stage au cours desquels les stagiaires expérimentent personnellement tout le matériel de sauvetage et de survie sous le contrôle d'instructeurs hautement qualifiés. Au cours de ces stages, vous utiliserez les combinaisons sèches de survie, pratiquerez la récupération de l'homme à la mer et vous verrez pourquoi c'est difficile. Vous apprendrez à tirer tous les artifices pyrotechniques de signalisation. Vous percuterez des radeaux de survie et vivrez à bord suffisamment longtemps pour goûter au charme de cette navigation statique. Et bien d'autres choses encore, de l'extinction des feux d'hydrocarbures à l'aveuglement de voies d'eau.